Retour dans Paris Direct, c'est l'heure du journal de l'économie à présent avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et d'abord, la réunion des ministres des Finances à Bruxelles qui doivent se prononcer sur la fameuse aide à la Grèce. On n'est toujours pas parvenu à un accord, on n'est plus très loin. Monsieur Moscovici, Pierre de son prénom, le ministre français des Finances, nous parle de quelques centimètres, à quelques centimètres d'un accord. Ce serait donc quelques centimètres pour la zone euro et un grand pas pour la Grèce. On verra bien. En tout cas, ce grand pas, il n'est pas encore franchi puisqu'on voit des positions quand même qui restent éloignées, notamment l'Allemagne qui, contrairement au Fonds monétaire international, ne veut pas entendre parler d'un effacement supplémentaire de cette dette grecque. Écoutez, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. Lors de notre dernière réunion de l'Eurogroupe, il y a 2 semaines, tous les ministres des États membres ont dit qu'en raison de la situation juridique de chaque pays, il ne serait pas possible de réduire la dette si au même moment nous devions fournir de nouvelles garanties. Ce problème ne doit pas être présenté comme un problème allemand. Il ne l'est pas. La façon dont nous avons construit le mécanisme de stabilité ne permet pas d'opérer des réductions de dette. Et la BCE est en accord avec nous sur ce sujet. Et nous sommes en direct depuis Bruxelles avec Katialine Landabourou, notre correspondante. Katialine, est-ce qu'il est imaginable que la zone euro ne parvienne pas à un accord pour donc cette nouvelle cession sur l'aide internationale à la Grèce ? Écoutez, un compromis est probable, mais vu les divergences, on l'a entendu, il est difficile d'écarter totalement l'hypothèse d'un nouvel échec ce soir. Les créanciers de la Grèce s'opposent en fait sur la façon de ramener la dette du pays à un niveau soutenable. Comme vous l'avez dit, le FMI fait pression sur les Européens pour qu'ils acceptent un effacement partiel de leurs créances. Alors si en février dernier, les créanciers privés, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, les banques, avaient consenti d'effacer 107 milliards d'euros de dette, les créanciers publics, c'est-à-dire les États membres de la zone euro, s'y opposent, sont opposés à faire de même. Pour eux, cela reviendrait en fait à faire payer à nouveau le contribuable. Autre raison qui est également évoquée, cet effacement de la dette serait contraire au traité européen car il pourrait être assimilé à un renflouement direct d'un État de la zone euro. La solidarité sur la dette qui n'est pas encore dans les traités, qui est même contraire aux traités. Katialine, quelle autre solution, à part cet effacement partiel, serait possible pour aider la Grèce à revenir sur une dette viable ? Écoutez, plusieurs options très techniques sont sur la table ce soir. La plus probable à l'heure actuelle repose sur une combinaison d'éléments tels qu'une réduction des taux d'intérêt sur les prêts octroyés à la Grèce, couplée à une extension de maturité de ces prêts. Certains États membres avancent même l'idée d'un moratoire sur le versement des intérêts de la dette. Alors, autre piste également évoquée, une piste plus complexe, c'est le rachat par la Grèce de sa propre dette à prix cassé via un emprunt contracté auprès du Fonds de sauvetage européen. Alors si l'option a été mise en avant notamment par l'Allemagne, elle semble néanmoins beaucoup plus difficile techniquement à mettre en œuvre. Alors malgré les incertitudes qui planent encore, plusieurs ministres se sont montrés optimistes, laissant entrevoir une issue favorable à ce niveau round de négociation, le 3e en seulement 2 semaines. Merci Katialine Landabourou avec nous en direct de Bruxelles. L'aide européenne, il en est question aussi, Myriam, pour l'Espagne. Le secteur bancaire s'apprête à recevoir 37 milliards d'euros. 37 milliards d'euros qui sont un premier versement destiné aux banques qui ont été nationalisées, qui ont été aidées donc par l'État espagnol, au premier rang desquels il y a évidemment Dexia qui avait reçu 20 milliards d'aides publiques. Et en tout, Madrid affirme qu'elle aura besoin pour recapitaliser ces banques et créer cette structure de défaisance que l'on connaît sous le nom de bad bank une quarantaine de milliards d'euros. C'est ce que précisait ce soir le ministre espagnol des Finances. On fait le tour de la clôture des places financières européennes. Qui sont dans le rouge ce soir puisque les investisseurs sont quand même impatient de voir un accord conclu sur la Grèce. Paris a reculé de 0,79%, Londres a perdu 0,56% et Francfort a cédé 0,23%. passe à présent à cette brouille, puisqu'on peut désormais parler véritablement d'une crise ouverte entre le ministre français du redressement productif Arnaud Montebourg et Lakshmi Mittal, le propriétaire du groupe ArcelorMittal. C'est vrai que l'ambiance est plus que tendue. Le ministre français du redressement productif accuse le baron indien de l'acier tout simplement de mentir, de ne pas tenir ses engagements et de ne pas respecter la France. Donc des propos très durs, très mal pris par la famille Mittal. Et au cœur du bras de fer, on le sait, c'est l'avenir du site Florange qui se joue. Les détails avec Ashrène Verdian.
Semaine de la dernière chance pour Florange. Le bras de fer entre son propriétaire ArcelorMittal et le gouvernement français fait rage. Les salariés sont plus que jamais dans l'incertitude. Il y a du bluff de part et d'autre, mais connaissant Mittal, je crois qu'il n'y a pas plus bluffeur que lui. Et de toute façon, Mittal, pour le connaître, il ne comprend que le rapport de force. Un rapport de force auquel le gouvernement français s'est livré. Dans une interview au journal Les Échos, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, a clairement déclaré la guerre aux géants indiens ce lundi. Nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu'ils n'ont pas respecté la France. Les mensonges de Mittal depuis 2006 sont accablants. Il n'a jamais tenu ses engagements. La famille Mittal s'est dit particulièrement choquée par les propos du ministre, qui a depuis temporisé, précisant que la présence du groupe Mittal en France n'est pas en question, mais que ses méthodes ne sont pas acceptables. Au cœur du problème, les hauts fourneaux de Florange, dont Mittal a annoncé la fermeture début octobre. Le sidérurgiste veut garder la partie rentable du site, la transformation de l'acier, et se débarrasser de la fonte qui n'est pas rentable. Dans ces conditions, nul repreneur. Le gouvernement annonce donc travailler sur une nationalisation temporaire. Le bras de fer est lancé à l'encontre de Mittal. Dans la géographie d'Arcelor en Europe, ils ont quand même deux pôles extrêmement importants qui sont Fos, mais surtout Dunkerque. Je ne suis pas sûr qu'à vouloir sauver absolument Florange, on ne fragilise un petit peu plus la présence globale d'Arcelor en France. ArcelorMittal, c'est au total 150 sites et 20 000 salariés en France. Devant l'enjeu, François Hollande devrait recevoir ce mardi le président du groupe à l'Élysée pour discuter de l'avenir de Florange. Ça, malheureusement, c'est pour les suppressions de postes. Une bonne nouvelle, néanmoins, le groupe américain Amazon, le géant de l'Internet, qui annonce lui l'ouverture d'une 4e plateforme logistique en France. Voilà, ce sera pour le 2e trimestre 2013. Ce sera à Louvain-Planck, c'est dans le nord du pays. Au maximum, il y aura, mais c'est conséquent, 2500 salariés. À un moment où ça travaillera, on va dire, au maximum des possibilités du site. Il faut savoir qu'Amazon, c'est le site de e-commerce, de commerce sur Internet le plus fréquenté en France. Et c'est pour ça que le groupe, en fait, rapproche ces espaces de stockage de ses clients. Oui, pour économiser les frais de transport, on imagine. Cette nouvelle, à présent assez surprenante, c'est un Canadien qui prendra les rênes de la Banque d'Angleterre. C'est vrai que c'est surprenant parce que d'habitude, ce sont des 100% British, si possible Lord, si possible anobli. Et là, eh bien non, c'est un Canadien qui s'appelle Mark Carney, qui a quand même de sacrées références, de sérieuses références, puisque c'est le gouverneur de la Banque centrale canadienne. D'ailleurs, George Osborne, le ministre britannique des Finances, en est expliqué. Il a dit, c'est tout simplement le meilleur, la personne la plus qualifiée dans cette période difficile. Une belle leçon adressée à l'Europe continentale, dont les pays se battent pour placer l'un des leurs à la tête de la BCE. Ça prouve qu'on peut être patron d'une banque et pas forcément visé dans le nationalisme. Aux États-Unis, à présent, Barack Obama et les élus du Congrès qui ont repris leurs difficiles négociations budgétaires. Et ils ont jusqu'au 2 janvier, peu de semaines, 2 petits mois pour réussir. Sinon, eh bien, c'est la croissance américaine qui risque d'être précipitée de la fameuse falaise fiscale, falaise budgétaire dont on parle tant. Explication. Il y a plusieurs mesures budgétaires qui arrivent à expiration le 31 décembre. Toutes les baisses d'impôts passées par George Bush en 2001 et 2003 vont expirer, de même que le crédit d'impôt sur les salaires passé par Obama. Si rien n'est fait, des coupes budgétaires de 500 milliards de dollars pour le budget de la défense et de 500 milliards pour les autres ministères, le tout étalé sur les 10 prochaines années, entreront en application. Voilà, et concrètement, il s'agit de trouver à la fois ou couper dans les dépenses ou augmenter dans les recettes, notamment par l'augmentation des impôts les plus riches. C'est le camp Obama, on va dire les démocrates qui le souhaitent, les républicains pour l'instant sont contre. Merci à Myriam Mascarello. On vous retrouve dans la suite de cette soirée pour un nouveau journal de l'économie. Restez avec nous dans un instant, la suite de Paris Direct, juste après une courte pause.